Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, visite officielle du grand maître et prince de l'ordre souverain de Malte au Cameroun. Une visite de 4 jours sur invitation du président Paul Biya pour renforcer les liens de coopération entre les deux États. En Guinée équatoriale, le dialogue politique s'est ouvert ce lundi à Malabo. Il s'agit du 6e cadre de discussion initié par le président Teodoro Obiang Bazogo depuis son accession au pouvoir en 1979. Et puis, la première ligne à grande vitesse d'Afrique verra le jour au Maroc d'ici fin 2018. Un projet d'environ 2 milliards d'euros qui permettra de relier Casablanca à Tanger via Rabat. Mais avant de développer ces titres, une conclusion symbolique à une visite historique. L'ambassade d'Érythrée à Addis Abeba a été officiellement rouverte ce lundi 16 juillet en présence du chef de l'État érythréen Isaias Afewerki et du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Un symbole fort qui parachève la visite officielle de 3 jours du président érythréen à Addis Abeba. 3 jours qui ont permis de sceller la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée après la signature le 9 juillet d'une déclaration conjointe de paix et de coopération, notant que la liaison aérienne entre les deux États sera rétablie ce mercredi. Le Cameroun veut renforcer les liens de coopération avec Malte. Le grand maître de l'ordre souverain de cet archipel du centre de la Méditerranée est actuellement à Yaoundé pour une visite officielle de 4 jours. Au programme, un entretien avec le président Paul Biya et la visite du camp des réfugiés centrafricains dans l'est du pays. Les détails dans ce reportage de Viviane Baoken, notre correspondante à Yaoundé. 48 heures après le départ de Moussa Faki Mahamat, Yaoundé a accueilli le grand maître et prince de l'ordre souverain de Malte ce 16 juillet 2018. Son Altesse imminentissime, Radiacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, a été invité par le président Paul Biya pour une visite de 4 jours en terre camerounaise. Il est normal que des entités entretenant des rapports diplomatiques ou des rapports tout court de convivialité ou de convenance internationale créer des espaces, développer des espaces pour enrichir ces rapports-là. Ce sont des visites, ce sont des commissions mixtes, etc. Cette visite intervient au moment où le Cameroun affronte une crise humanitaire avec pour conséquence l'arrivée de réfugiés nigériens et centrafricains sur son sol. Vous savez, en matière d'immigration, Malte a joué un rôle très important tous ces derniers temps, dans la mesure où il a accepté d'accueillir des réfugiés africains en nombre, compte tenu de la petitesse de ce pays et de ses moyens très limités. C'est vrai qu'il ne pouvait pas tous les garder. Le Cameroun, actuellement, est également un pays où il y a beaucoup de réfugiés. Cette visite du grand maître de l'ordre souverain de Malte, son Altesse imminentissime, Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, traduit aussi la vitalité des liens de coopération qui existent entre le Cameroun et l'ordre souverain de Malte. L'initiative n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau en revanche, c'est la présence d'observateurs étrangers. Le dialogue national s'est ouvert ce 16 juillet en Guinée équatoriale. Il est question de trouver des stratégies pour une meilleure gestion du pouvoir entre le gouvernement en place et l'opposition. Seulement, les principaux leaders de cette opposition n'ont pas répondu à l'invitation. On fait le point avec Badawi Adidiatou. Une grande première en 38 ans de pouvoir. Des observateurs internationaux prennent part au dialogue national qu'organise le président équato-guinéen Teodoro Obiang. Autour de la table, les 17 partis politiques du pays et la diaspora équato-guinéenne. Il est question de trouver des réponses aux fractures politiques qui structurent la vie de la nation. Une nation que bon nombre d'observateurs perçoivent comme repliée sur elle-même. L'enjeu, il est à la fois interne et international. Interne pour détendre les climats politiques et essayer de gérer la crise due à la baisse des revenus pétroliers. Et sur le plan international, faire de la Guinée équatoriale un pays démocratique
À l'annonce de ce dialogue politique, 2 partis d'opposition ont formellement conditionné leur participation aux échanges. La présence de la société civile, des observateurs internationaux et la libération des prisonniers politiques. En réponse à ces exigences, le président Obiang Nguema a, le 4 juillet, accordé l'amnistie à tous les prisonniers politiques et à toutes les personnes privées d'exercer un droit politique. On ne peut pas organiser un quelconque dialogue sans confiance. Si les différents dialogues du passé ont échoué, c'est parce qu'il n'y avait pas confiance au niveau des opposants. Ils craignaient pour leur sécurité et ils demandaient que les prisonniers politiques soient sortis avant d'accepter de participer au dialogue. Au terme de ce 6e dialogue national, l'on pourrait assister à plus d'ouverture politique, plus de liberté d'opinion, comme ce fut le cas en 2014. 5 partis politiques, dont Citoyens pour l'innovation, ont été légalisés. Le Maroc se prépare à la grande vitesse. Le TGV entrera en service d'ici la fin de l'année 2018. Selon l'Office national des chemins de fer, baptisé Al-Borak, il permettra de relier la capitale économique Casablanca et le pôle maritime de Tanger via la capitale administrative Rabat. Et ce, en un peu plus de 2 heures contre presque 5 heures actuellement. Les détails avec Aïssatou Diamanka, commenté par Corinne Kamdem. Le premier TGV africain, futur joyau marocain du transport, première ligne à grande vitesse du continent, entrera en service fin 2018. Il a été baptisé par le roi Mohamed VI Al-Borak, en référence à une fantastique monture ailée. C'est ce qu'a indiqué jeudi 13 juillet 2018 l'Office national des chemins de fer. Al-Borak, hautement symbolique, est issu de la tradition islamique. Il évoque la rapidité et le voyage. Facilement mémorisable, il traduit le sens et les valeurs culturellement fortes portées par un projet ambitieux et colossal. Ce projet ferroviaire est entré dans sa phase de préexploitation et de rodage depuis le 19 juin 2018. L'objectif est qu'il soit éprouvé aux conditions réelles d'exploitation. Le train d'essai a atteint une vitesse de 357 km/h entre Tanger au nord et Kenitra à l'ouest du pays. Un record de vitesse sur les lignes ferroviaires au sein du continent. Comme tout grand projet d'infrastructure, la ligne à grande vitesse a franchi plusieurs obstacles. Des fleuves, des cours d'eau, des zones marécageuses, des canaux d'irrigation, des routes nationales, des routes provinciales. Donc pour franchir tous ces obstacles, on a construit une panoplie d'ouvrages, des viaducs, des estacades, des ponts routiers, des ponts rails et des ouvrages hydrauliques. Cette ligne à grande vitesse atteindra 6 millions de passagers par an contre 2 millions actuellement. Chaque train aura une capacité allant de 532 à 1064 places. Cette ligne est le premier maillon du projet marocain de LGV visant à doter le pays à l'horizon 2030 de 1500 km de lignes ferroviaires à grande vitesse. Anticipé pour ne pas avoir à subir, au Tchad, des milliers de volontaires secouristes ont répondu à l'appel de la Croix-Rouge et du gouvernement pour mettre en œuvre le programme eau et assainissement face au risque de catastrophes naturelles en cette période de pluie. Reportage de Mama Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Au Tchad, chaque année, la saison pluvieuse vient avec son corollaire de catastrophes naturelles, notamment les inondations et les épidémies qui font des dizaines de morts. Cette année, pour contenir ces fléaux, la Croix-Rouge du Tchad, en partenariat avec le gouvernement, a élaboré un plan d'action pour assurer des services sociaux de base et secourir les populations nécessiteuses. Nous avions cet atout-là qui nous permet d'intervenir parce que nous sommes installés dans les 23 régions et nos volontaires sont partout dans le pays et dès qu'il y a quelque chose, ils sont présents déjà pour faire une évaluation et nous le faire parvenir. Le plan d'action de la Croix-Rouge du Tchad prévoit la formation des secouristes, le déploiement des volontaires à l'intérieur du pays et l'installation des centres de prise en charge médicale. Selon les autorités, la région du lac Tchad demeure la zone à haut risque qui nécessite la mobilisation des moyens conséquents. Actuellement, beaucoup plus nous sommes concentrés dans la région du lac Tchad. Nous avons pas mal de secteurs avec le NAICER, nous avons le secteur éducation que nous les gérons avec les réfugiés. Nous avons les secteurs services communautaires qu'on a. Nous avons la distribution et les livelihoods, beaucoup plus de sécurité alimentaire qu'on a toujours avec les réfugiés et les déplacés. Pour rappel, au Tchad, environ 2 millions de personnes se retrouvent sans abri chaque année pendant la saison pluvieuse et une personne sur 4 a besoin d'assistance humanitaire dans les zones méridionales.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.